Alors, on va parler d'une chose, et je vais partir vite dans le sujet parce que justement, je vais avoir du temps pour tout vous dire ce que je veux vous dire. La fameuse clause que vous avez tous rencontrée un jour ou l'autre, j'en suis convaincu. Vous avez à préparer de modifications, que ce soit ce formulaire-là, celui de l'Ordre des architectes, que ce soit celui de la CHQ, de la SIC, de tout organisme que vous pouvez imaginer ou à peu près. Et il y a toujours à quelque part un petit quelque chose qui apparaît où on vous demande le prix, et ça, vous n'avez pas trop de problème avec ça, vous en tirez assez bien. Mais il y en a une autre où on vous dit le délai du contrat d'exécution serait augmenté, diminué de combien de jours ouvrables. Puis là, biffer l'inutile. Et dans certains cas, certains biffent au complet parce qu'ils trouvent ça inutile. Dans d'autres cas, ils essaient de mettre des durées. Il y a une bataille avec les consultants. On finit par dire, on réglera ça à la fin. Okay? Et c'est ce qui me fait vivre. Parce que vous réglez ça à la fin, ça ne se règle pas. Puis là, on finit par appeler des experts en cours, puis je fais de l'argent, puis je suis heureux. Alors, je m'en viens tuer mon marché ce matin en essayant de vous proposer des solutions. Je vais travailler un petit peu... je vais commencer par regarder. Je vais travailler un petit peu à l'envers dans le sens suivant, c'est que généralement, on vous présente la théorie, puis on vous parle de cas par la suite. Moi, je vais travailler à l'envers. Je vais vous parler comment on peut faire les choses, puis je reviendrai sur les principes par la suite. Juste vous rappeler une chose au début. Les fameuses modifications, on parle toujours de l'exécution des modifications. La dernière case à droite, ou celle d'en bas, c'est toujours celle qu'on se préoccupe quand on parle des délais sur un projet. Ça, c'est au moment de l'exécution. Mais quand on arrive en réclamation, on réalise souvent que nos vrais délais d'exécution sur le projet ont été beaucoup plus dans la partie obtenir les prix sous-traitants, estimer les coûts et surtout obtenir l'approbation. Il s'est perdu beaucoup de temps là-dedans. Et ça, souvent, on n'en a pas tenu compte. On a pensé à l'exécution, je vais mettre plus d'hommes, ça va me prendre 3 jours de plus, 5 jours de plus. Mais on oublie tout ce processus-là en avant, qui est tout aussi important et qui est souvent celui qui est le plus cause de délai que l'exécution. Donc, je voulais juste vous rappeler que tout ce processus-là existe parce qu'on va en tenir compte par la suite. Alors, je vous disais, je vais être très pratique. Alors, je vais partir d'un cas réel. Un petit cas, évidemment, je ne vais pas rien de trop complexe parce qu'on n'avait pas 3 heures devant nous. Donc, un petit projet d'usine qui est en cours, qui fonctionne. Vous avez un échéancier sur ce projet-là. Vous avez préparé un très bel échéancier bien fait. Et il est à jour, en date du 25 novembre 2011. Je m'excuse, je suis un petit peu en retard, mais c'est parce que votre congrès était trop tard. Vous recevez un avis de modification sur le nombre et la grandeur des fenêtres sur le projet. Puis vous en recevez un autre aussi sur une modification sur le motif de pose des tuiles de vinyle. Là, des exemples tout à fait superflus, mais c'est juste pour pouvoir arriver à des conclusions. On fait quoi avec ça? Alors, je vais commencer par accéder à l'échéancier du projet. Comme je vous dis, vous avez fait un beau petit projet, l'échéancier est complet, vous aviez toutes les activités de gestion, vous avez en particulier toutes vos activités d'approvisionnement, vos activités de construction, et vous aviez déjà prévu qu'il y aurait probablement des modifications un jour. La première chose que je vais vous dire, puis je sais que parmi vous autres, il y en a déjà qui vont me regarder et qui vont dire, ben non, on n'a pas le temps de faire ça. Là. Pas grave, on y reviendra là-dessus après. Vous devez tout de suite, dès que vous recevez un avis de modification, l'intégrer à votre échéancier tout de suite pour en voir l'effet. Okay? Parce qu'il y a parfois un effet quand vous allez le régler, mais il y a aussi un effet immédiat. Okay? Il se peut que cet avis de modification-là arrête vos travaux à certains endroits. Il se peut que ça n'arrête peut-être pas les travaux, mais qu'en attendant la décision, à quelque part, quand la décision va arriver, ça va retarder tous vos travaux à quelque part. Okay? Alors, ça, vous voulez le savoir très rapidement. Okay? Alors, la première chose à faire, c'est d'intégrer tout de suite dans votre échéancier, aussitôt que les modifications arrivent, de les intégrer dans l'échéancier tout de suite. Okay? Alors, pour ce faire, ça peut sembler beaucoup complexe, on n'a pas le temps de faire ça, etc., mais je vais vous le faire très rapidement pour vous montrer comment ça peut être fait très, très rapidement. Je ne vous expliquerai pas tout en détail comment le faire, c'est trop long dans le cadre d'une conférence, mais juste vous démontrer rapidement que je peux venir ajouter ici une série d'activités qui s'appelle évidemment modification numéro X, parce que je ne savais pas c'était quoi le numéro, puis si je vais en rajouter le numéro 1, bien, c'est pas compliqué. Je vais tout simplement changer mon X pour 1. Il faut que je regarde sur l'écran en même temps, parce que à mon âge, je ne vois plus rien sur mon écran. Alors, j'ai maintenant une modification numéro 1 qui est intégrée à mon échéancier. J'en ai une deuxième à intégrer aussi parce que j'ai dit que j'en avais 2 modifications à tenir compte immédiatement. Alors, je vais rajouter ma deuxième modification. Qui, elle, va s'appeler la modification numéro 2, évidemment.
OK. C'était ma partie la plus longue. Après ça, ça va être très rapidement. Voici. Bon. J'ai maintenant deux modifications. Si je voulais absolument me souvenir c'est quoi ma modification numéro 1, ce serait très facile. J'aurais juste à rajouter ici une remarque quelconque. Je ne sais pas, changement de fenêtre. Ne regardez pas mes erreurs de frappe parce que je vais trop vite. Ce qui ferait que, quand je regarde mes modifications, je n'ai qu'à me cliquer ici et je vois que cette modification-là, c'est pour les changements de fenêtre. Donc, je ne suis pas perdu, je me retrouve rapidement. Je pourrais faire la même chose pour la 2, etc. Ça, c'est ma première étape. J'ai donc créé une nouvelle modification dans l'échéancier et je me suis assuré de mettre tous les éléments de modification. Donc, je reçois cet avis-là, une date donnée. Il faut que je la fixe, la date où je l'ai reçu, l'avis de modification. Il faut maintenant que j'obtienne des prix de sous-traitant pour l'évaluer. Il faut que je l'estime moi-même. Il faut que j'obtienne l'approbation de la modification. Il faut que je l'exécute. Pour l'instant, j'en ai une seule activité d'exécution. Ça me suffit pour l'instant. Peut-être qu'en cours d'analyse, je verrai que ça prend 4, 5, 6 activités, mais pour l'instant, j'en ai une et ça me suffit. Deuxième étape, c'est beau avoir dit que mais maintenant que j'ai reçu mon avis, il faudrait bien que je dise quelle date je l'ai reçu pour le bloquer dans mon échéancier. Donc ça va se faire encore là relativement facilement. Je vais aller voir mon reçu avis de modification qui, comme par hasard, est déjà prévu comme doit commencer là. Et je vais fixer la date où je l'ai reçu. Dans ce cas-ci, c'était le 25 novembre 2011 que j'ai reçu ma modification. Et l'autre aussi, je l'ai reçu le 25 novembre 2011. Alors, j'ai maintenant deux modifications qui sont partiellement intégrées à mon échéancier. Je dis bien partiellement parce que là, il n'y a toujours pas d'effet de modification sur l'échéancier. À quelque part, il faut que je la rattache. Okay? Alors, allons-y de façon simple pour l'instant. Prenons la 2 en premier. J'ai l'air un petit peu à l'envers, mais c'est volontaire de prendre la 2 en premier parce que je sais que... Alors, elle, qui vient modifier mon patron de tuile vinyle, va donc m'empêcher de poser ma tuile vinyle amiante sur le projet, dans les aménagements intérieurs, pardon. Donc, ma pose de tuile de vinyle amiante et... Pardon, vinyle, je suis encore vieux, mais le vinyle amiante, ça n'existe plus, ça. 194. Le vieux échéancier. Ouais. Non, c'est marqué vinyle, je l'ai corrigé, c'est marqué vinyle. C'est moi qui est vieux, pas l'échéancier. 194. Je l'attache. Et là, il y a une première chose que je constate tout de suite. J'ai pris la peine d'afficher mes marges ici. Souvenez tous, c'est quoi une marge dans un échéancier? Et là, je m'aperçois que j'ai 76 jours de marge totale et 76 jours de marge libre. C'est-à-dire que j'ai 76 jours devant moi pour régler cette modification-là puis l'exécuter. Je ne suis pas en panique. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Okay? On peut s'enligner. Puis là, on peut venir prendre la peine de dire, bon, ben écoute, c'est pas vrai. Obtenir les prix des sous-traitants, ça ne prendra pas une journée. Ça va en prendre, je ne sais pas moi, 5. Évaluer la modification, ben, mes gars au bureau sont bien débordés de ce temps-là. Ça va en prendre 15 pour évaluer la modification. L'architecte, bon, on le connaît, on sait qu'il va prendre 15 jours lui aussi. Et pour l'instant, l'exécution, ben, c'est encore une journée, c'est pas trop. Donc, j'ai 44 jours de marge devant moi pour travailler cette modification-là. Je ne la mets pas sur ma liste d'en haut de mes priorités. Okay? J'en ai d'autres à m'occuper, entre autres la 1. La 1, elle vient modifier mes fenêtres. Elle vient donc modifier la construction de mes murs extérieurs. Et mes murs extérieurs, qui sont dans l'enveloppe, sont l'activité 161. Et là, je viens mettre un petit 161 ici comme successeur. Oups, là. J'ai 10 jours de marge libre, 12 jours de marge totale. Là, il faut que j'obtienne des prix de sous-traitants, que je négocie, que je prépare ma soumission, que je la négocie avec l'architecte, que j'exécute des travaux. J'ai 12 jours devant moi. J'ai un problème. Et je le sais tout de suite. Et c'est ça que je vais insister ici qui est important. Je le sais now. Je viens de recevoir. Il y a une demi-heure, je l'ai reçu. Je le sais, j'ai 12 jours devant moi. Ah, je sais que moi, je dois me grouiller. Excusez-moi l'expression, mais le derrière. Et je sais qu'il faut que je parle à mes consultants parce qu'il y a un problème. Okay? C'est beau votre modification, là, mais si on la fait telle quelle, si on suit le processus, on est dans le trou. Okay? Alors là, il pourrait arriver, c'est là que devrait arriver une décision de modification exécutoire. C'est là que ça devrait arriver, pas ailleurs, pas de façon systématique. Là, on devrait s'asseoir et dire, est-ce qu'il y a problème? Est-ce qu'il faut vraiment en faire une exécutoire? Décision de consultant, s'il décide de le faire, mais il y a une raison pour le faire. On ne le fait plus de façon systématique, on le fait là. Okay? Deuxième chose, ça peut me permettre aussi, c'est que je me dis, OK, c'est beau, maintenant, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps pour négocier,
Mais il demeure une chose, c'est que ça va me prendre quand même du temps pour obtenir des prix de sous-traitants, ça va me prendre quand même du temps pour l'évaluer, puis du temps pour l'approuver. Ça veut dire quoi au niveau de mon échéancier? Ce que je peux faire dans un cas semblable, et là, je ne travaillerai pas sur mon échéancier réel de construction que j'ai en marche sur le chantier. Je vais en prendre une copie, puis je vais travailler sur ma copie. Pour voir l'effet, ce que je vais faire, je vais retourner tout simplement vers la fin de mon projet, où j'ai, à un moment donné, à la fin d'un projet, sûrement, vous devez avoir automatiquement une activité qui s'appelle inspection finale ou quelque chose du genre, où toutes vos activités vont se ramasser parce que le projet finit là. Puis ce que je vais faire, je vais tricher un petit peu, je vais dire, regarde, mon inspection finale, je vais faire quelque chose. Je vais dire que mon projet doit finir à la date qui est calculée actuellement, c'est-à-dire le 23 mars 2012. Et je vais continuer pour définir ma contrainte. Je vais maintenant forcer mon projet à finir à cette date-là. Ce qui va arriver ici, c'est que si je commence à mettre des durées ici, ça me prend 5 jours pour obtenir mes prix, ça m'en prend 5 pour évaluer ma modification. L'approbation, ils ont beau raconter ce qu'ils veulent, les consultants, avant qu'ils parlent aux clients, il y en a pour 15 jours minimum, on n'en sortira pas. Vous voyez, je suis rendu à moins 10, là. Là, je suis en retard de 6 jours. Puis là, ben, ça touche les fenêtres, ça, puis mon sous-traitant de fenêtre, il me dit, écoute, ce que tu me demandes, ça va falloir changer des affaires, ça va prendre... Il y a un délai de livraison, là, j'en ai pour 10 jours de livraison, moi, là-dessus. Et là, je sais que cette modification-là, si on l'exécute dans des délais relativement rapides, en ne se traînant pas le derrière, on a 20 jours de retard sur le projet. Et ça, imaginez 2 secondes que vous avez ça devant vous, vous montrez ça à l'architecte, c'est dur à démolir. C'est dur à démolir. Il peut commencer à discuter et vous dire, ben écoute, regarde, tu as mis l'exécution de ta modification, tu l'as mis, le successeur, c'est les murs extérieurs. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. À partir du moment où j'ai approuvé, tu peux commencer à faire tes murs extérieurs, des bonnes grandeurs d'ouverture, puis tout ça, parce que tu n'attends pas après la livraison des têtes. Ah, OK, peut-être. Et là, on peut venir corriger. Je ne le ferai pas, là. Mais on peut venir corriger, mettre l'approbation, lien, faire un autre lien ailleurs, voir les effets, pour essayer de trouver une solution. Ça ne veut pas dire qu'on arrive automatiquement à un délai de 20 jours sur le projet. Ça veut dire qu'il faut essayer de trouver une solution. Okay? Puis peut-être qu'on n'arrivera pas à quelque chose de mieux que 10 jours. Okay? Puis dans un cas semblable, on aura beau me raconter qu'on peut faire du temps supplémentaire et tout ce que vous voulez, mais si c'est un délai de livraison, je suis pris avec. Okay? Donc, ce que je veux surtout insister ici, c'est incorporons-le dans l'échéancier. Ça va nous permettre de voir où on s'en va dès l'étape de la réception de la modification. On ne se ramasse pas, là, 3 ans plus tard, à discuter, ça m'a retardé, ça ne m'a pas retardé. C'est now, maintenant, tout de suite. Okay? Encore là, je vois l'objection tout de suite. Je les vois venir parce que j'en ai déjà parlé avec des entrepreneurs. On n'a pas le temps de faire ça. Okay? Vous ne recevez pas 250 modifications dans une journée. Vous recevez 250 modifications dans un projet. Ça se peut, j'en ai vu un paquet avec ça, des 250 modifications. Des gens ici qui je sais, le savent. Okay? Mais vous n'avez pas reçu 250 une journée, là. Vous en avez reçu 2 une journée, une le lendemain, une autre 2 semaines après, 3 autres 2 jours après. Vous les recevez graduellement. Incorporez-les graduellement tout le temps. Bon. Ceci étant fait, on n'a pas encore fini notre petit problème, donc j'ai fixé ça, ça c'est fait. Tout ça ici, il y a des petites choses qui sont déjà faites, je les ai mis là parce que ce que je viens de vous dire aussi, c'est ça. C'est s'il y a des travaux arrêtés à cause de la demande de modification, on ne peut pas avancer tant qu'on n'aura pas une décision. Ils dépendent donc de l'approbation et non pas de l'exécution. On va lier l'approbation à ce moment-là au début d'une activité qui est limitée par cette décision-là qu'on attend des consultants. Bon, ça c'est fait aussi. Donc, une modification sur un projet, ça peut avoir plusieurs effets. Ça peut effectivement retarder la fin du projet. C'est celle-là que la clause semble vouloir demander dans le fameux « Combien de temps ça retarde le projet? » Mais au départ, toute modification affecte votre échéancier. Okay? Ça ne veut pas dire que ça retarde le projet, mais elle affecte votre échéancier d'une façon ou d'une autre. Donc, soit que ça va diminuer vos marges libres. C'est sûr qu'encore là, les grands théoriciens vont vous dire « Ah, si ça diminue la marge libre, ça ne retarde pas le projet. » Pas de suite, mais peut-être dans 5 modifications ou dans 15 modifications. Le fameux cumul des modifications. Alors, ça peut diminuer vos marges libres, ça peut diminuer votre marge totale. Là, ça commence déjà à être un peu plus proche. Ça peut aller au point de diminuer votre marge totale que votre chemin critique se déplace. T'sais, beaucoup de gens partent avec l'idée, spécialement les consultants. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle des consultants, puis si je les insulte, ça ne me dérange pas. Ça ne sera pas la première fois, puis ça ne sera pas la dernière. Mais
l'attitude des consultants est souvent toujours la même. J'ai un chemin critique, la journée de la signature du contrat, tu me remets ton échéancier, il y a un chemin critique. Si ce qu'on te demande, ça ne touche pas le chemin critique, ça ne retarde pas le projet. La merde, c'est pas vrai. Ça dépend. Parce qu'il peut arriver que la modification que vous apportez retarde tellement certaines activités que c'est elles qui deviennent critiques maintenant. Ou qu'on crée des chemins critiques parallèles, ce qui est très fréquent aussi. Okay? Et ça va arriver à un moment donné. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'on regarde juste les activités critiques, ça ne marche pas. Okay? Donc, ça peut déplacer les chemins critiques, ça peut créer des chemins critiques additionnels. Quand on vient dire ça, on commence à amorcer tranquillement la solution, la réponse à notre question du départ. Alors, quand cette première étape-là a été faite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, on va évaluer les coûts. Ça, vous le faites tous, il n'y a pas de problème. Vous évaluez tous vos coûts, tout le détail. Puis de plus en plus, les consultants vous exigent de fournir tous les détails. Vous les fournissez tous avec rigueur. L'autre chose que vous devez faire, et qui se fait beaucoup moins, c'est que vous devez détailler les activités exécutées s'il y a lieu, puis vous devez incorporer ça dans votre échéancier et en voir l'effet. Commencez par le voir vous autres avant de le soumettre à tout le monde. Donc, vous avez donc deux éléments à évaluer. Vos coûts et l'effet sur votre échéancier. On n'a pas le temps de faire ça. Vous allez décider de ne pas avoir le temps tout de suite. Vous aviez de payer tout à l'heure à un consultant à faire votre réclamation. Peut-être mieux le dépenser tout de suite. Donc, quand vous remettez maintenant votre fameux formulaire, ce que je vous dis, puisque j'illustre avec cette petite chose-là, c'est attacher à votre formulaire votre détail de coût, parce que le consultant vous le demande, et votre échéancier modifié en fonction de cette modification-là. Attachez-le avec. Même s'il refuse, attachez-le et assurez-vous de documenter que vous l'avez attaché. Ça sera sûrement utile un jour. Donc, vous complétez le formulaire, vous indiquez dans le formulaire le coût de la modification, vous joignez les détails du calcul de coût, c'est toujours demandé, et si le projet est retardé, si c'est clairement retardé, il y a un délai carrément, vous pouvez l'indiquer, le délai, mais dans tous les cas, vous remettez le détail de l'échéancier qui montre l'influence de la modification, celle-là, sur l'échéancier, et vous mentionnez que cette information-là est présente. Okay. Là, vous allez négocier. Et là, il va souvent se passer un problème. Vous avez prévu 15 jours pour négocier votre modification. Et, comme ça arrive malheureusement souvent, ça n'a pas pris 15 jours. Ça en a pris 30. Ça en a pris 40. Puis même des fois, ça en a pris 60. Ce que vous aviez prévu quand vous avez soumis votre modification, vous autres, c'était 15. Et c'est clairement indiqué sur votre échéancier que vous avez attaché, c'est marqué approbation 15 jours. On en a pris 40. Bien, vous regardez votre monsieur le consultant, puis vous dites, monsieur le consultant, regarde, on va changer le 15, là, on va mettre 40. Ça n'a peut-être pas d'effet, mais ça en a peut-être un. Et ce qu'on va accepter comme modification, c'est le coût négocié, parce que peut-être qu'il a été négocié, et l'échéancier modifié pour tenir compte de la réalité des choses qui se passent aujourd'hui. Donc, on ajuste les coûts pour tenir compte des temps supplémentaires. Ah oui, une autre chose possible aussi. Il se peut que le client vous dise, moi, regarde, tu me dis que je retarde le projet de 10 jours, je ne peux pas retarder mon projet de 10 jours. Okay? On vous a demandé de finir à telle date, j'avais des raisons pour ça, j'ai un locataire qui rentre, je ne le sais pas, peu importe, mais le client est pris avec cette date-là, il doit vivre avec. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y livrer le projet à cette date-là. Mais s'il le veut vraiment à cette date-là, ça veut peut-être dire que vous allez devoir faire du temps supplémentaire, que vous allez devoir peut-être réaménager vos activités, peut-être régler avec le client, mais écoute, il y a un autre secteur que tu voulais aussi à la même date, peux-tu retarder l'autre secteur, on va travailler là à la place, il y a des négociations possibles à ce niveau-là. Mais faites-le toujours avec votre échéancier, c'est facile. Hein? Affichez-les sur le mur, puis allez-y, puis on discute. Puis on joue avec, puis on regarde ce qu'on peut faire, puis ce qu'on peut améliorer. Okay? Donc, ça peut arriver qu'on puisse le faire. Mais dans tous les cas, documentez les modifications de votre échéancier. Dans tous les cas, assurez-vous que l'échéancier fait partie de l'approbation de la modification. C'est la seule façon de vous en sortir de cette maudite clause-là. Okay? Alors, si l'approbation est faite d'un délai prévu, on modifie l'échéancier, on attache le nouvel échéancier à modification, et ensuite, et c'est là qu'on va incorporer vraiment notre modification dans l'échéancier de construction réelle de tous les jours. Okay? Le fameux cumul des délais. Souvent, les gens me disent, bien, écoute, première modification qui arrive au chantier, on n'en met pas de délai, parce que s'il y en a juste 3-4 sur le chantier, on va s'arranger, on va s'organiser, puis ça va marcher. Okay? Puis c'est pas toujours vrai. Des fois, vous pensez que, parce que vous ne l'avez pas fait le test de le mettre dans votre échéancier. Puis tout à coup, vous réalisez que ça vient de retarder le dessin d'atelier, qui vient de retarder la fabrication, qui vient de retarder la livraison, puis vous vous retrouvez avec un 25 jours de délai que vous n'aviez pas prévu pantoute.
Vous ne l'avez pas vu parce que vous ne l'avez pas mis dans l'échéancier. Il y a des projets simples, comme ça va bien, mais il y a des projets beaucoup plus complexes que ça, où c'est pas facile pour quelqu'un de voir ce qui se passe partout. Okay? On a parfois des grosses surprises quand on vient mettre quelque chose dans un échéancier bien fait, on regarde les résultats, on fait « Waouh, je ne l'ai pas vu celle-là ». C'est pour ça un échéancier. C'est fait pour ça, pour vous aider à gérer votre projet. Okay? Donc, si vous les mettez à mesure, par contre, vos modifications, si votre première modification, elle a réduit votre marge totale sur certaines activités de 10 jours à 5 jours, puis vous arrivez avec une deuxième modification qui vient encore la réduire de 3 jours, vous êtes rendu à 2. Quand vous arrivez à la cinquième modification qui vient affecter le même endroit, disons, tout à coup, elle devient critique. Mais vous allez avoir énormément de difficultés à justifier que votre activité est devenue critique si vous ne discutez que de cette modification-là. Mais si vous avez les 5 autres avant auxquels vous avez attaché toujours vos documents, puis là, vous assurez que l'architecte dit « Regarde, mon grand, là, le cumul, on vient de le voir arriver, bang, ça nous tombe d'en face. » Ça devient beaucoup plus facile. Puis si jamais le consultant ne comprend pas, puis vous devez l'expliquer à un juge, ça va être pas mal plus facile. Okay? Donc, comme chacune a été acceptée, l'expérience m'a montré souvent que quand vous arrivez avec des faits durs, précis, les gens ont de la misère à dire non. C'est quand vous arrivez avec des choses floues que les gens ont de la misère. C'est évident. Alors ça, mon idée de passer par un exemple était justement de faire tout ça. Je vais ramener ça maintenant sur des principes un petit peu de base. On en conclut quoi de ça et comment on devrait travailler. Si on veut être capable de faire ce que je viens de vous dire, qui a l'air bien le fun, ça suppose une première chose. Ça ici. Un échéancier de référence complet, soumis, approuvé avant de débuter les travaux. Ça, là, je suis probablement malchanceux, parce qu'évidemment, dans mon métier, ce que je fréquente, c'est des projets qui vont mal. Mais je n'ai pas encore vu un qui avait un échéancier qui se tenait debout quand on part. Pas encore vu un. Un échéancier mis à jour toutes les semaines. On n'a pas le temps. Prenez-le le temps. Mettre un échéancier à jour à toutes les semaines, là, c'est 8 activités, c'est un projet. Aussi gros soit-il votre projet, là, c'est rare qu'un projet dans une semaine va affecter plus que, mettons, 15 activités. C'est très, très rare. Fait que c'est pas long de faire la mise à jour à toutes les semaines. Mais commencer à faire une mise à jour 4 mois plus tard, pour être capable de justifier quelque chose, ça, c'est de l'ouvrage. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est votre directeur de projet qui va faire la mise à jour. Il n'y a pas le temps, peut-être. Mettez quelqu'un là-dessus. Et j'ai rajouté une dernière phrase, pas fin, mais c'est mon côté missionnaire. Une volonté d'utiliser les outils modernes de gestion. Ça prend une volonté de l'entreprise. Je faisais une formation à un moment donné chez un entrepreneur à qui j'expliquais un peu ces choses-là. Puis à un moment donné, le président était là, puis il me regarde en pleine face, il me dit « Ce que tu nous dis là, il faut tout changer la culture de l'entreprise. » Et je l'ai regardé, je dis « Vous venez de comprendre. C'est un changement de culture. On ne travaille plus des échéanciers comme on travaillait il y a 20 ans, il y a 15 ans. Quand on est obligé de faire ça sur une feuille quadrillée avec des petites barres. C'est plus ça qu'on a d'autres outils maintenant qui nous permettent de faire d'autres choses, de travailler différemment. Donc, ce fameux échéancier contractuel, l'échéancier de référence, il devrait être soumis en tout début de projet. En fait, il devrait même être préparé lors de la soumission. Je vous reviens une petite acétate là-dessus tantôt. Sans échéancier contractuel, il est impossible d'établir les effets d'une modification sur la planification. Si vous n'avez pas d'échéancier bien fait au départ, tout ce que je vous ai montré tantôt, ça ne marche plus. Ça ne tient plus. Donc ça, c'est essentiel au départ. C'est aussi important pour moi que la ventilation des coûts. Et d'ailleurs, certains bureaux de consultants qui commencent à refuser de faire le premier paiement s'ils n'ont pas et la ventilation des coûts et l'échéancier de référence. Et là-dessus, je ne les blâme pas. Bien, vous connaissez cette pyramide-là sûrement, là-dessus on fait un peu de gestion de projet, la pyramide classique. L'étendue des travaux qui affecte le budget et l'échéancier. Le propriétaire, il s'en est fait un de ça, lui. Il a fait son budget, puis il a fait son échéancier. Il s'en va en soumission, qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie les plans et devis qui définissent l'étendue des travaux, puis dans son devis, il vous définit son échéancier. Vous faites quoi comme entrepreneur en général? Vous regardez l'étendue des travaux sur les plans et devis, vous prenez 3 semaines à évaluer le coût des travaux, et dans le meilleur des cas, vous prenez 3 heures à évaluer si l'échéancier a de l'allure ou pas. Quand c'est 3 heures. Quand vous ne faites pas juste dire « Wow, ça a de l'allure. Okay? » Et c'est peut-être une erreur de faire ça. Peut-être que vous devriez apporter aussi de l'attention ici. Pour 2 raisons. Une, parce que ça pourrait affecter votre coût de travaux, en plus ou en moins. Parce que peut-être que le client a vu 12 mois pour faire les travaux, puis vous êtes capable de les faire en 10. Si vous êtes capable de les faire en 10, c'est 2 mois de moins de frais généraux. Dieu sait que les frais généraux, ça coûte cher. Quand je regarde les réclamations, ça coûte cher en, s'il vous plaît, des frais généraux par mois. Ça coûte très cher. Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être de déplacer vos travaux pour voir qu'il y a peut-être possibilité de faire certains travaux en été plutôt qu'en hiver, puis de diminuer vos coûts, etc. Ça peut servir à tout ça. Et je m'excuse, mais aujourd'hui, avec les outils modernes, là,
Bâtir un échéancier, c'est un projet de 10-12 millions, là. À moins que ce soit une rénovation très complexe avec 12 phases. Puis si c'est une rénovation complexe avec 12 phases, vous n'avez encore plus besoin que jamais. Mais normalement, un projet relativement conventionnel, là, quelqu'un qui en fait régulièrement des échéanciers, qui s'est bâti des modèles dans l'entreprise, moi, on ne m'enlèvera pas de la tête que ça se fait dans une journée sans problème. Puis des fois dans une après-midi. Okay? C'est pas si long que ça. Enfin, on les a, les outils, servons-nous-en. Puis, ça, c'est à mon côté missionnaire. Donc, ça devrait contenir quoi un échéancier de référence? Je vous donne juste ici, là, les erreurs les plus fréquentes qu'on voit, celles que j'utilise pour démolir vos échéanciers en cours. Toutes les activités d'un projet devraient être liées entre elles. C'est la définition même d'un échéancier de base. Le moindrement que vous avez des activités qui s'en vont nulle part ou qui viennent de nulle part, vous avez un problème. Votre échéancier ne tient pas. Okay? Dès que vous allez mettre des modifications dedans, vous n'aurez pas les effets désirés parce qu'ils ne sont pas tous interreliés. Vous devriez en avoir une qui n'a pas de début, qui n'a pas de prédécesseur, c'est le début du projet. Vous devriez en avoir une autre qui n'a pas de successeur, c'est la livraison du projet. Tout l'aspect approvisionnement, la plupart des échéanciers que je vois n'ont aucune activité d'approvisionnement, ou s'ils en ont une, elle s'appelle approvisionnement. Point. Écoutez, vous perdez combien de temps dans vos projets avec des délais de livraison, des problèmes de dessin d'atelier qui n'arrivent pas à temps, ou qui sont refusés, retournés, etc., etc. Votre grosse source de délai est souvent là, à part des modifications. Mettez-les, vos mordus. Encore là, les mettre, c'est tellement simple. Moi, dans mon bureau, j'en ai une série de prêtes, là, tous les sous-contrats possibles, c'est un projet, c'est tout là. Je la copie, je la mets dedans, puis j'enlève ce que je n'ai pas besoin. Okay? J'ai appris, moi, qu'effacer en informatique, c'est beaucoup plus rapide que d'ajouter. Je m'en suis fait une grosse complète, puis j'efface à mesure. Okay? Incluez tous les aspects gestion, les aspects des inspections, les livraisons finales, l'obtention des permis. C'est souvent d'autres causes de délai importantes. Mettez-les. Okay? C'est important. Là, votre échéancier va être complet, il va être solide. Et avec ça, vous êtes capable de travailler. Vous avez la mise à jour toutes les semaines. Ça a plusieurs avantages. Vous avez déjà, si vous faites ça, vous avez un magnifique historique de votre projet qui est là, présent tout le temps. Ça va éviter déjà toutes sortes de discussions. Quand arrive, ce que je vous donnais tantôt, les modifications qui ont de l'influence ou pas, bien souvent, la réaction des consultants. De toute façon, regarde, oui, on va te mettre en retard, mais tu es déjà en retard de toute façon. Fait que c'est pas grave, ça n'a pas d'influence. Tu es déjà en retard de 2 mois, puis vous aurez plus ces discussions-là si vous avez un échéancier à jour. Vous êtes capable de placer dedans vos activités. Évidemment, ça permet de voir l'effet d'un événement. Et quand je parle de modification, ça peut être une modification, mais tout autre événement qui survient, vous êtes capable de l'incorporer. Et quand on parle de réclamation, là, à peu près tout le temps, vous allez voir apparaître en réclamation quelqu'un, un expert qui va vous parler de la méthode par instantané. Ça, c'est la méthode la plus couramment utilisée pour justifier des délais en réclamation. Et pour utiliser cette méthode-là, ça nous prend absolument un échéancier de référence bien fait, solide, etc., etc. Et à partir de là, ça devient facile d'utiliser cette méthode-là. Okay? Donc, quand vous avez une modification au contrat, les coûts modifient le montant du contrat et le temps peut augmenter ou diminuer la durée du projet, mais nécessairement, une modification modifie votre échéancier de projet. Ça ne change peut-être pas la durée du projet, mais ça modifie votre échéancier de projet. Je l'ai dit, je le répète. Je vous rappelle encore une fois qu'il ne faut pas oublier toutes ces étapes-là qui font partie d'une modification et qui sont souvent des causes de retard aussi. Souvent, ce n'est pas elle le problème, c'est celle-là. Il n'aime pas le prix, il n'aime pas ça, il retourne, il revit ses affaires. J'en vois des fois où la modification est révisée 4 fois, 5 fois. Là. Ça n'a aucun sens, mais c'est ça. La réalité, c'est ça. Jusqu'à temps que les consultants soient... En tout cas, je ne dirai pas ce que je voulais dire. Dans la clause délai, les consultants exigent presque toujours maintenant des détails pour approuver le coût. Ils veulent absolument le détail de vos coûts pour l'approuver, etc. Et malheureusement, très souvent, ils refusent de voir l'effet sur l'échéancier. Vous avez beau mettre vous mettez 5 jours, vous mettez 10 jours, vous mettez 15 jours, ils refusent à tout coup à peu près. Parce que ce n'est pas justifié. Vous n'avez pas d'argumentation. Si vous, ce que vous devriez faire, c'est toujours fournir des détails pour le coût. Vous le donnez, on vous les donne. Et des détails, des effets sur l'échéancier. C'est votre seule porte de sortie, c'est votre seule clé. En résumé, ce que vous devriez écrire dans la fameuse petite clause en bas, si jamais il y a des véritables délais, vous les inscrivez, mais marquez toujours « voir l'échéancier 6 juin ». C'est ça votre clé. La clé, elle est là. Parce qu'avec ça, on peut couvrir à peu près tous les cas. Les vrais retards de durée de projet, les effets cumulatifs, on peut les couvrir avec ça. Les changements de chemin critique, tout est couvert avec ça. Okay? C'est sûr que ça demande un petit peu plus d'ouvrage. Mais ceux qui sont allés en réclamation vont savoir combien ça coûte faire une réclamation. Et peut-être que vous n'irez même pas en réclamation, si vous avez ça. Okay? Parce que vous aurez justifié.
C'est difficile pour quelqu'un, supposer que vous avez affaire à un consultant qui ne connaît pas ça, les échéanciers. Supposer. Ils connaissent tous très, très, très bien ça, là. Mais supposez que vous en avez un qui ne sait pas c'est quoi. Okay? Quand vous y arrivez avec une argumentation comme celle-là, vous y mettez l'échéancier dans le nez, vous lui montrez des effets exacts, c'est difficile de dire pour lui, je ne comprends pas ce que tu me dis. Mais même ceux qui le comprennent, ils vont être... Ceux qui le comprennent, il n'y a pas de problème. Les autres, ils vont embarquer le clic, ça finit là. Okay? Mais vous serez surpris de voir le nombre de consultants qui savent quoi, c'est quoi une marge totale et une marge libre. Okay? Souvent, je mentionne ça dans une réunion. Souvent, je travaille pour le client, là, puis je mentionne ça dans une réunion. Là, puis je regarde les visages autour de la table. Là. Il y en a un gros paquet. Il faut que vous sachiez qu'un architecte qui suit un cours d'architecture n'a pas de cours en planification. Okay? S'il connaît ça, c'est parce qu'il suit un cours en dehors de son cours d'architecte. Okay? Un étudiant à Polytechnique n'a pas de cours en planification. Un étudiant à Laval, en génie, n'a pas de cours en planification. Okay? Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, voir l'échéancier 6 juin. Mais ça suppose de votre part un travail que vous n'êtes peut-être pas habitué à faire depuis toujours, mais peut-être qu'il faut commencer sérieusement. Et l'autre avantage, c'est tout ça, là, ça va vous servir en plus pour gérer votre projet mieux. En plus. Vous aviez une question, on va répondre tout de suite. Alors, monsieur, On va vous passer... Attendez, je vais vous passer le micro. Pardon. J'étais rendu là, fait que c'est parfait. J'étais rendu à ma conclusion. votre dernière slide, vous indiquez voir échéancier 6 juin. Oui. Question pour vous, est-ce que vous recommandez que les entrepreneurs attachent l'échéancier en papier, en PDF ou en format Microsoft Project? En format Microsoft Project. Et pourquoi? Vous pouvez le mettre en lecture seulement, par exemple. Okay? Vous pouvez le protéger, votre échéancier. Ça se fait très bien. Vous le protégez avec un mot de passe pour pas que le propriétaire puisse le modifier. Un échéancier papier, ça ne veut rien dire. Okay? J'en reçois régulièrement, là, je le sais. Quand je reçois un échéancier papier, les liens ne sont pas toujours évidents. Première chose. Deuxième chose, l'entrepreneur peut avoir imposé des dates partout dans l'échéancier et je ne le sais pas. Parce que le papier ne montre pas ça, à moins qu'il y ait ma petite colonne à gauche, puis souvent il n'y en a pas. Alors, je ne suis pas capable de le voir. Si moi, comme consultant, je veux essayer de trouver une solution au problème, je n'ai pas de facilité de le faire, parce que j'ai rien que du papier. Supposons que je suis un consultant compétent qui connaît Project, je suis capable de prendre l'échéancier d'entrepreneur puis de jouer avec pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation. Je ne peux pas le changer, parce que ça relève de l'entrepreneur. Mais je peux aller m'asseoir avec l'entrepreneur ensuite et dire, écoute, gars, on a regardé ça, si on prenait moins de temps, nous autres ici, puis si on essayait de faire ça avant, serais-tu capable de faire... Il y a une discussion qui peut s'ouvrir. On peut commencer à travailler un projet en collaboration plutôt qu'en confrontation. Okay? Et ça, moi, j'arrête pas. Je ne comprends pas l'entrepreneur qui ne veut pas remettre un échéancier en format MPP, je ne le comprends pas. Qu'il le protège, il n'y a pas de problème, il y a un mot de passe dessus, puis on ne peut pas le modifier d'aucune façon. Mais ça n'empêche pas le client de pouvoir travailler avec, puis comprendre ce qui se passe exactement, puis de voir où sont les problèmes, etc., puis de voir ce qu'il y en est exactement. Okay? Et ça, c'est l'enfer. Je vis ça dans les réclamations régulièrement. L'entrepreneur refuse de remettre ses échéanciers MPP. Le client l'a marqué dans le devis, devrait le remettre en format électronique, mais les entrepreneurs sont tellement habiles maintenant. Format électronique, bien, un PDF, c'est un fichier électronique. Ouais. Je ne sais pas ce qu'un avocat dirait, mais vous voyez un peu l'idée, tu sais. Mais effectivement, cette question-là, j'ai une réponse absolue. Là. Remettez vos échéanciers MPP. Il n'y a pas de danger à faire ça. Il n'y a pas de risque à faire ça. Tout ce que vous pouvez faire, c'est aider votre cause. Alors, je ne comprends pas le problème. Okay. Je suis rendu à mon résumé à la fin, c'est ma conclusion. Alors, s'il y a des questions, c'est le temps. Là. Une fois que tu l'as présenté, maintenant, avec un délai de 15 jours, puis que tu identifies un coût au délai qui coûte, je ne sais pas moi, mettons 30 000 $. Ils ne veulent pas le signer parce qu'ils n'acceptent pas les coûts du délai. Tu fais quoi? C'est un problème un peu bête parce que dans le devis, il y a toujours une petite clause qui dit, bien, s'il y a un délai qui est justifiable, on va le payer. Okay? Bien, jamais... Il faudrait mettre au test au moment où on l'a démontré le délai. S'il est bien démontré le délai, okay, à partir de là, le choix du client devient simple. Ou il accepte le délai de 15 jours puis il paye ce qui vient avec, tes frais généraux de chantier. Bon, c'est sûr que si vous les exagérez, c'est autre chose, mais disons que vous ne les avez pas exagérés. Ou l'autre choix qu'il a, c'est de dire, écoute, es-tu capable de trouver une manière de me sauver le 15 jours? Alors là, vous avez peut-être des frais de temps supplémentaires et autres, qui sont peut-être moindres que votre augmentation de 15 jours de délai sur le chantier. Alors, on peut essayer de trouver une formule ensemble qui est la moins
dommageable pour le client, mais à quelque part, si le délai a été causé par lui, parce que disons que la modification vient de lui, c'est son problème. Le fait souvent de ne pas s'entendre sur le délai, ça nous amène à pelleter ça tout en avant. Puis c'est ce qui se fait à peu C'est ce qu'il près faut pas sur faire. 90% des projets, ça se pèle en avant. Oui, mais honnêtement, ce que je vous dis, c'est que la démonstration du délai n'est pas faite de la façon dont je viens de vous montrer. Okay? C'est pour ça que ça se pèle en avant. Okay? La démonstration n'est pas faite et n'est pas bien faite. Okay? Tout est dans la démonstration, oui. Souvent aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que on élabore le changement, on élabore le délai pour l'exécuter, on le met dans l'échéancier, on se met d'accord, 5 jours, 10 jours. On continue, mais on ne fait pas le 10 jours. Finalement, ça va bien, puis on performe mieux, puis ça rentre dans notre échéancier sans retard. Oui. Mais là, on avait accepté un coût pour ça. Mais là, ils veulent avoir l'argent de retour. Pas de raison. Ben, c'est ça le problème. Si tu as soumissionné sur ton projet pour 12 mois, puis tu le fais en 11 mois, vas-tu donner un crédit au client? Non, parce que ça, il ne l'a pas vu. Ben, C'est pas évident comme ça. Non, non, mais dans son devis, il marque vous ferez le projet en 12 mois. Ouais. Tu le fais en 11 mois, il lui donne-tu un crédit? Non. C'est la même histoire. Ma réponse, c'est celle-là. C'est la même histoire. Les consultants, les architectes ingénieurs ne sont pas... non, si tu veux me dire qu'ils ne sont pas réceptifs, je suis d'accord avec toi. Okay? J'aimerais ça aller faire le même genre de conférence chez les consultants maintenant. T'sais. Je vais offrir les conférences à l'Association des architectes en pratique privée et à celle des ingénieurs aussi. C'est pas parce qu'un consultant, puis là je vais être méchant, mais je vais utiliser le vrai mot, c'est pas parce qu'un consultant est incompétent qu'on doit manger de l'argent. Okay? Mais j'ai en tête un projet actuellement avec un client qui donne beaucoup d'ouvrages et il est en train, le même client, avec le même gestionnaire de projet en plus, qui exécute régulièrement des projets avec différents entrepreneurs, en exécutant actuellement avec un entrepreneur qui n'est pas normal dans le public, en tout cas, il n'en fait pas de public d'habitude. Et lui, justement, au tout début du projet, a soumis un échéancier très bien fait, superbement bien fait. Ils sont rendus aux 3/4 du projet, il n'y a aucun problème. Il y en a des délais, ils sont acceptés, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont bien démontrés. Et je vous parle du même propriétaire avec le même gestionnaire de projet, mais sur des projets différents, avec une façon différente de faire les choses. En tout cas, l'expérience me montre que ce client-là en particulier, qui est un gros donneur d'ouvrage, si on lui fournit les outils, il faut que vous compreniez une chose, là, surtout quand vous faites affaire dans le public. Là, okay? Le fonctionnaire à qui vous parlez, là, okay? Il ne peut pas dépenser un quart de scène sans la justifier. Okay? Parce qu'il y a un patron par-dessus lui, qu'il y a lui-même un autre patron par-dessus lui, qu'il y a finalement le Conseil de Trésor par-dessus lui, puis par-dessus tout ça, il y a le Journal de Montréal. Okay? Alors, si moi, je travaille beaucoup pour des clients publics, si le client public, je le voyais gaspiller de l'argent public, je serais en maudit, je paye des impôts à la fin de l'année, moi, là. Je veux pas que mon argent soit gaspillé. Il faut que vous compreniez que, surtout dans le public, pour un employé public, ça lui prend des preuves hors de tout doute. Il faut qu'il soit capable d'aller voir son patron et de dire « Hey, boss, on va payer 150 000 là ou 50 000 là ou peu importe. » Puis dans les cas le plus extrême, il faut même qu'il sorte de son patron. Il faut que son patron aille au Conseil du Trésor pour dire au Conseil du Trésor « Vous savez, le beau projet qu'on nous a dit qu'on était bien beau, bien fin, puis qu'on a fait un beau budget avec tout prévu dedans, là, ben ça nous prendrait 250 000 de plus. » Pas facile d'aller expliquer ça au Conseil du Trésor. Il faut le comprendre. Mais si vous donnez, dans le fond, quand vous donnez des arguments au client, c'est ça que vous faites. Vous permettez à votre client d'aller chercher l'argent. Dans le privé, c'est souvent plus facile parce que c'est son argent à lui, le patron, le gars avec qui vous négociez, puis lui, il regarde ça, puis il dit, bon, ben écoute, c'est peut-être 55 ou 45, on s'entend sur 50, puis on est content, tout le monde. Il peut faire ça. Mais dans le public, ils ne peuvent pas faire ça. S'ils pensent que c'est 45, que 45 de justifié, ils ne peuvent pas vous donner 50 pour vous faire plaisir. Ils ne peuvent pas. Il faut que ça soit justifié, il faut que chaque scène soit justifiée. Fait que c'est ça qu'il faut bien comprendre dans le public. Ils sont mal pris, les pauvres gens. C'est pas qu'ils sont méchants, qu'ils ne veulent pas vous payer. Moi, j'en ai des discussions avec des clients, puis je le sais, la discussion qu'on a en arrière, que vous n'entendez pas. Très souvent, on regarde ça et on dit « Merde, pauvre entrepreneur, il faudrait le payer. Il a raison. » Mais il ne nous le prouve pas. On a besoin d'une preuve pour le payer. J'ai déjà eu des réunions avec certains entrepreneurs où on a pris la peine de leur dire « Écoutez, là, ce que vous nous avez soumis là, on ne peut pas vous payer. Mais, si vous le faisiez autrement, on pourrait peut-être vous payer. » Et là, c'est un entrepreneur de faire son travail. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Okay? Mais c'est la réponse que je peux donner. Vous mentionniez tout à l'heure que, en fait, les activités critiques qui sont accélérées, ça appartient à l'entrepreneur. Oui. Les marges, ça appartient à qui? L'échéancier appartient à l'entrepreneur. L'échéancier appartient à l'entrepreneur. C'est lui, parce que dans le devis, on dit quelque part que celui qui est responsable des méthodes, etc., c'est l'entrepreneur.
Alors, c'est lui qui décide comment il va exécuter son projet. Et c'est pour ça que c'est tellement important de faire votre échéancier de base. Parce que c'est lui qui vient dire comment vous pensez faire votre projet. À partir de là, dès qu'on change votre façon de faire, ça peut être des modifications, des ajouts, mais ça peut être aussi de vous dire, hey, au lieu de commencer à gauche, tu vas commencer à droite. Ça peut être ça qu'on vous dit à un moment donné. Et dans votre échéancier, ça peut changer vos affaires. Mais si vous avez un échéancier bien fait qui montre clairement que vous commenciez à droite et vous finissez à gauche, puis que le client vous demande de faire l'inverse, vous êtes capable de lui montrer. Et si jamais le client ne comprend pas, dans le pire des cas, vous allez vous retrouver en cours, mais vous allez être capable de le démontrer au juge que vous aviez raison. Parce que l'expert, il ne pourra pas démolir si c'est bien fait. Si tu as des activités, des marges qui sont acceptées, qui sont absorbées, mettons, par des changements, dans la même séquence, tu as des activités qui ont été sous-évaluées. Tu peux-tu les étirer? À jour. Bien, tu vas te mettre à jour en le faisant, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que, bon, disons que j'avais prévu 15 jours pour faire une activité. Il y en a une autre avant qui précède, qui, elle, tout à coup, vient retarder mon projet de 5 jours. Moi, je dit que le 15, je pourrais le faire en 10. T'sais. Ça n'appartient pas au client, ça. Ça vous appartient. Ouais, mais ça t'appartient, ça n'appartient pas au client. Si tu es capable d'économiser de cette façon-là, tant mieux pour toi, ça fait partie de ton... Ça t'appartient, ça. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est pour ça que j'avais gardé du temps à la fin. Hein? Je me doutais. Jean, tu parlais tantôt de la fameuse case. Le fait de ne rien marquer, c'est une chose. Puis souvent, moi, je n'ai jamais vu d'échéancier joint. Mais le fait d'identifier un délai 0. Ça, c'est encore pire. Est-ce que ça peut être perçu comme une renonciation à une prolongation? Je ne veux pas embarquer dans le côté légal. Là, On veut parler de perçu, oui. Ça peut être perçu comme. On parle de percevoir. On ne parle pas de légal, on parle de percevoir, oui. C'est pour ça qu'il faut éviter ça à tout prix. Il faut faire comprendre aux consultants, une fois pour toutes, que peu importe la modification, quelle qu'elle soit, elle a une influence sur l'échéancier. Même si c'est juste un changement de produit, ça peut avoir une influence sur l'échéancier, parce que ça peut changer la livraison, ça peut changer des dessin d'atelier, ça peut changer à qui vous donnez le contrat. Toute modification, et ça c'est l'affaire qui devrait être claire dans la tête de tout le monde, toute modification a une influence sur l'échéancier, quelle qu'elle soit. Le simple fait de l'émettre, de la discuter, on a déjà une influence sur l'échéancier. Et quand on fait comprendre ça dès le départ, on devrait couler. Je ne vous dis pas que vous ne frapperez pas des consultants qui vont barrer bien dur, des clients qui vont barrer bien dur. Là, je tomberais dans des procédures abusives que Maître Carrier parlait avant. Quand il y a des clients qui ne veulent absolument pas payer, la raison pour laquelle ils ne veulent pas payer, ce n'est pas parce que vous n'y avez pas droit, c'est parce qu'ils n'ont plus d'argent. Okay? C'était le sens de la modification à un moment donné aux règles contractuelles qui est venu dire, à partir de 10 de la valeur du contrat, un entrepreneur peut refuser d'exécuter. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'il est reconnu au gouvernement qu'on alloue les projets avec 10 de marge de manœuvre. Jusqu'à 10 le gestionnaire de projet de l'organisme gouvernemental peut approuver. Après 10 il faut retourner au Conseil du Trésor. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on a mis cette clause qui permet à l'entrepreneur rendu à 10 de dire « Wow, j'arrête là. Prouve-moi la preuve que le Conseil du Trésor est prêt à donner l'argent additionnel, sinon moi je ne bouge plus. » C'est l'esprit de cette clause-là, c'était ça d'ailleurs. Est-ce qu'il reste des questions? Quelqu'un a une dernière question? Non? Bon, avec ça, on devrait conclure. J'ai un bon cours, là. Ouais. Je vais offrir un bon cours, là. Je suis sûr que tu vas avoir une salle pleine. Je sais. Je vais regarder ça avec votre association. Au nom de la CEGQ, je vous offre ce livre. Je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup cuisiner, ça tombe bien.